Au mariage de ma sœur, elle m'a humiliée, voici ma sœur veuve, une mère célibataire fauchée. Ma mère a ri, quelqu'un veut la ramener chez lui? Les invités ont ri méchamment. Alors le marié s'est levé, a pris la main de ma filletage a dit, je les prends. Ce qui a suivi était incroyable. Ma propre sœur m'a humiliée le jour de son mariage. Ma mère a ri. Il voulait m'effacer de la photo de famille parfaite parce que j'étais une mère célibataire fauchée, une veuve. Il pensait que j'allais m'effondrer en silence dans mon petit appartement. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de disparaître pour de bon, mais selon mes propres termes. Ils ont déclenché une guerre sans le savoir, et j'allais la terminer. Voici comment une simple demande cruelle a tout changé. Si vous avez déjà été traité comme un étranger par votre propre famille, alors vous comprenez la douleur que j'ai ressentie. Avant que je ne vous raconte toute l'histoire, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je lis chacun de vos messages. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début de tout. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 28 ans. Ma vie, autrefois simple et heureuse, ressemble aujourd'hui à une vieille photographie dont les couleurs se sont estompées. Il y a 2 ans, mon mari, Pierre, l'amour de ma vie et le père de ma petite Léa, est décédé dans un accident de voiture. Il était mon ancre, mon confident, mon meilleur ami. Sa mort n'a pas seulement laissé un vide immense, elle a redéfini mon identité aux yeux de ma propre famille. Du jour au lendemain, je suis passée d'Amélie, la jeune femme créative et amoureuse, à la pauvre Amélie, la veuve, celle dont la situation est perpétuellement compliquée. Mon deuil, une blessure encore à vif dans mon cœur, était devenu pour eux une sorte de maladie contagieuse, une ombre gênante qui menaçait de ternir leur image de perfection bourgeoise. Notre petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, autrefois un nid d'amour et de rire, était devenu le symbole de ma déchéance à leurs yeux. Pendant ce temps, ma sœur aînée, Chloé, incarnait tout ce que je n'étais plus. Brillante avocate dans un cabinet prestigieux, fiancée à Marc, un banquier d'affaires encore plus brillant, elle était l'étoile polaire autour de laquelle toute la famille gravitait. Leur succès était les sujets de conversation obligés de chaque dîner de famille, leurs photos de vacances à Dubaï ou aux Seychelles ornaient les murs du salon cossu de mes parents. Et puis, il y avait moi. La petite artiste, la graphiste qui travaillait à son compte depuis la maison, jonglant entre les commandes de clients et les besoins de ma fille de 5 ans. Mon travail, ma passion, ce qui me permettait de garder la tête hors de l'eau financièrement et mentalement, était considéré par ma famille comme un petit passe-temps mignon, une distraction louable en attendant que je me remette sur pied, ce qui, dans leur langage, signifiait trouver un autre mari. Le début de la fin, l'acte qui a mis le feu aux poudres, a eu lieu un mardi après-midi pluvieux de mai. Ma mère est arrivée chez moi, sans prévenir comme à son habitude, secouant son parapluie coûteux sur mon paillasson usé. Elle portait son éternel sourire crispé, celui qu'elle affichait toujours avant de dire quelque chose de profondément désagréable en l'enrobant d'une fausse bienveillance. « Amélie, ma chérie », commença-t-elle en balayant mon modeste salon du regard, ses yeux s'arrêtant une seconde de trop sur un jouet de Léa qui traînait. « Ta sœur et moi, nous avons discuté. Tu sais, à propos des photos du mariage. » Je sentis un nœud glacial se former dans mon estomac. Je savais que quelque chose se préparait. On pense que, eh bien, ce serait mieux si tu n'étais pas sur les photos de groupe officielles. Celles avec la famille proche. Sa voix était douce, presque mielleuse, comme si elle me demandait de lui passer le sel. Chaque mot, pourtant, était une gifle invisible. Quoi? Pourquoi, ai-je réussi à murmurer, ma voix se brisant sur le dernier mot. Oh, tu sais, ma chérie. C'est le plus beau jour de la vie de Chloé. Nous voulons que tout soit parfait, que les souvenirs soient joyeux. Ta situation. Elle fit une pause, cherchant ses mots. C'est encore si frais. Avoir une veuve sur les photos de mariage, c'est un peu triste, tu ne trouves pas? Ça pourrait même porter malheur. On ne veut pas de cette énergie négative. Triste. Porteur malheur. Énergie négative. J'étais devenu un mauvais présage ambulant. Ma douleur, mon amour perdu, était un inconvénient pour leur journée parfaite. Léa, qui dessinait tranquillement un arc-en-ciel à sa petite table, leva les yeux vers moi,
ses grands yeux innocents sentant la tension dans la pièce. J'ai forcé un sourire pour elle, un masque fragile pour cacher le chaos qui faisait rage en moi. J'ai hoché la tête en silence, incapable de formuler une protestation. Je ne voulais pas faire de scène devant ma fille. Ma dignité était la seule chose qu'il me restait. Ma mère a pris mon silence pour un accord, pour de la soumission. Elle m'a tapoté la main, un geste froid et bref qui se voulait réconfortant mais qui ressemblait à une tape de dressage. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable. Elle est partie aussi vite qu'elle était arrivée, me laissant seule avec le bruit de la pluie contre les fenêtres et le poids écrasant de son mépris. J'ai regardé ma fille, si petite, si innocente. Ce n'était pas seulement moi qu'ils effaçaient. Ils effaçaient aussi Léa. Ils effaçaient la famille que Pierre et moi avions construite avec tant d'amour. J'ai serré ma fille dans mes bras, respirant l'odeur de ses cheveux, et j'ai senti une colère froide et déterminée monter en moi. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus seulement une veuve en deuil. J'étais une mère qui devait se battre. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais une chose était certaine, je ne les laisserais pas nous effacer. J'ai hoché la tête en silence, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début de leur cruauté. La demande de ma mère concernant les photos n'était, en réalité, qu'un ballon d'essai, une manière de tester ma capacité à encaisser l'humiliation sans me rebeller. La véritable sentence, l'exécution publique de mon statut familial, est tombée 2 semaines avant le mariage. Le cadre choisi pour cette annonce était aussi luxueux qu'impersonnel, un célèbre bouchon lyonnais du Vieux-Lyon, réputé pour sa cuisine traditionnelle et ses additions astronomiques. Il m'avait invité à dîner, juste nous 5, en précisant bien de laisser Léa chez une baby-sitter. Il voulait me parler, sérieusement, loin des oreilles innocentes de ma fille. L'atmosphère était lourde dès mon arrivée. J'étais assise sur une banquette de velours rouge, en face de mon père. Ma mère était à sa droite, et le couple star, Chloé et son fiancé Marc, à ma gauche. Les nappes blanches amidonnées et l'argenterie étincelante semblaient se moquer de ma robe simple et de mes mains crispées sous la table. Pendant la première heure, j'ai subi un monologue de Marc sur les merveilles de leur future lune de miel aux Maldives. Il parlait fort, s'assurant que les tables voisines entendent bien sa réussite. Les bungalows sur pilotis avec plancher de verre, les chefs privés disponibles 24h24, le champagne millésimé à volonté. Mes parents buvaient ces paroles, leur visage rayonnant d'une fierté presque obscène. Chloé souriait, posant sa main ornée d'un diamant énorme sur celle de son fiancé, jouant à la perfection son rôle de futur marié comblé. Je me sentais comme une spectatrice d'une pièce de théâtre grotesque, une figurante mal fagotée dans une production à gros budget. Enfin, après que les assiettes du plat principal un coq au vin hors de prix furent débarrassées, mon père se racla la gorge et se tourna vers moi. Il arborait ce regard que je connaissais trop bien, un masque de compassion forcée qui cachait mal son impatience. C'était son regard, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle, mais c'est pour ton bien. Amélie, commença-t-il, se penchant légèrement vers moi comme pour me confier un secret d'État. Ta mère, Chloé et moi, nous avons beaucoup réfléchi. Nous sommes inquiets pour toi. Je me suis raidi, mon corps se préparant à l'impact. Je savais que ce qui allait suivre serait pire que l'histoire des photos. Avec ta situation et tout ça. Nous pensons qu'il serait préférable, eh bien, que tu ne viennes pas au mariage. Ni toi, ni la petite, bien sûr. Les mots sont tombés comme des couperets dans le silence soudain de notre table. Le brouhaha du restaurant semblait s'être évanoui, remplacé par un sifflement dans mes oreilles. Ma situation, ai-je répété, ma voix un fil ténu, presque inaudible. Quelle situation? Le fait que mon mari soit mort? Marc, qui avait écouté avec un petit sourire suffisant, s'est penché en avant, son eau de Cologne agressive m'assaillant les narines. Écoute, Amélie. Soyons pragmatiques. Un mariage, c'est une fête. C'est joyeux. On ne veut aucune distraction le grand jour. Pas de visage long, pas de gens qui viennent te voir pour te dire « pauvre petite ». Tu comprends, non? Ce sera plus propre comme ça. Plus simple pour tout le monde. Une distraction. Un visage long. Voilà ce que j'étais. Une tache sur leur tableau parfait qu'il fallait nettoyer avant l'arrivée des invités. Mes yeux ont désespérément cherché ceux de Chloé.
Ma sœur. Celle avec qui j'avais partagé ma chambre d'enfant, mes secrets d'adolescente. Elle fixait obstinément une miette de pain sur son assiette, ses doigts parfaitement manucurés triturant nerveusement sa serviette. C'est juste une journée, Amélie, a-t-elle marmonné, sa voix plate et sans émotion, sans même me regarder. N'en fais pas toute une histoire. Toute une histoire ? Elle disait ça avec la même désinvolture que si elle me demandait d'annuler une réservation au restaurant. La douleur était si vive, si soudaine, qu'elle en était physique. J'avais l'impression qu'on m'avait frappé en pleine poitrine, me coupant le souffle. Ce n'était pas seulement la décision de mes parents. C'était la sienne aussi. Elle choisissait activement son mariage parfait plutôt que sa propre sœur. Ma mère, toujours pragmatique, a porté le coup de grâce. Elle a tendu la main par-dessus la table et a tapoté la mienne. Son contact était froid, glacial, comme la peau d'un reptile. On dira à tout le monde que vous avez attrapé une mauvaise gastro, toi et la petite. C'est plus facile comme ça. Personne ne posera de questions. On veut juste que la journée soit parfaite pour ta sœur. C'est tout ce qui compte. Et voilà. Mon effacement complet de l'événement familial le plus important de la décennie venait d'être décidé entre le fromage et le dessert. Ils avaient planifié mon absence avec la même efficacité désinvolte que s'ils engageaient un traiteur. J'étais assise là, invisible, un fantôme à leur festin. Mon cœur était en miettes, mais une étrange clarté commençait à émerger du chaos de mes émotions. S'ils voulaient que je disparaisse de cette journée, alors peut-être que je devrais disparaître de toutes les autres aussi. Leur plan était simple, m'effacer. Mais ils n'avaient aucune idée que leur plan allait me donner la force de construire le mien. Ce que ma famille interprétait comme une prostration silencieuse, une acceptation résignée de mon sort, était en réalité une période de concentration intense. Leur cruauté ne me brisait pas, elle me forgeait, me transformait en quelque chose de plus dur, de plus tranchant. Chaque remarque désobligeante, chaque regard de pitié, devenait un carburant pour la révolution silencieuse que je préparais. Pendant qu'ils s'imaginaient que je pleurais dans mon petit appartement lyonnais, une nouvelle vie, un nouvel horizon, prenait forme sur l'écran lumineux de mon ordinateur portable. La vérité, c'est que mon petit passe-temps de graphisme, qu'ils avaient toujours traité avec un mépris poli, avait discrètement prospéré. Loin de leur jugement, j'avais bâti une clientèle solide. J'avais des clients réguliers partout en France et même quelques contrats en Suisse et en Belgique. J'étais fière de mon indépendance, fière de pouvoir subvenir aux besoins de ma fille grâce à ma propre créativité. Quelques mois plus tôt, j'avais été contactée par une start-up technologique très prometteuse basée à Marseille. Ils développaient une application qui allait, selon eux, révolutionner l'organisation personnelle. Ils aimaient mon style, mon portfolio, et voulaient que je sois leur designer de marque principale. Après des semaines de négociations, d'échanges de portfolios et de visioconférences tard le soir, après que Léa soit endormie, ils m'avaient envoyé une offre d'emploi qui avait fait trembler mes mains. Un poste à temps plein, des responsabilités passionnantes, et un salaire à 6 chiffres qui me semblait presque irréel. C'était plus que de l'argent, c'était une validation. C'était la reconnaissance que je n'étais pas la pauvre Amélie, mais une professionnelle de talent. L'offre exigeait que je déménage. Avant le dîner au bouchon, cette perspective me faisait peur. Après, elle est devenue ma seule issue de secours. Pendant qu'il planifiait un mariage, je planifiais secrètement une évasion. Chaque soir, après avoir bordé Léa et lui avoir lu une histoire, je m'installais dans mon salon silencieux pour des appels FaceTime avec ma meilleure amie, Sophie. Elle avait déménagé à Marseille 3 ans plus tôt et était mon rock, ma plus grande supportrice. Laisse-les avoir leur fête parfaite et ennuyeuse, Amélie, me disait-elle, son enthousiasme pétillant à travers l'écran. Ta vraie vie t'attend ici, au soleil. On trouvera une super école pour les après de la mer. Dès que tu arrives, je t'emmène manger les meilleures navettes de la ville. J'ai déjà fait une liste. Son soutien indéfectible était une lumière chaude et réconfortante dans l'ombre froide que ma famille avait jetée sur moi. Elle voyait ma force quand il ne voyait que ma fragilité. Puis, une semaine avant le mariage, alors que je commençais déjà à trier mes affaires en secret, Chloé a appelé. Mon cœur a fait un bond. Pendant une seconde irrationnelle, j'ai cru qu'elle appelait pour s'excuser, pour dire que tout cela était une terrible erreur.
J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Salut Amélie, dit-elle d'un ton pressé, sans même me demander comment j'allais. Écoute, je suis complètement débordée. L'imprimeur a fait une erreur sur les menus du mariage. Il y a une faute de frappe dans le nom du plat principal. C'est une catastrophe. Je sais que tu es doué avec ces logiciels compliqués. Tu pourrais arranger ça rapidement et leur renvoyer le fichier corrigé? Ça me rendrait un immense service. Je suis restée silencieuse, le souffle coupé par son audace, son culot monstrueux. Elle m'avait bannie de son mariage, mais elle n'hésitait pas une seconde à me demander une faveur professionnelle, gratuitement bien sûr. Chloé, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oh, allez, ça te prendra 5 minutes. Et puis, ajouta-t-elle avec une cruauté désinvolte, ça t'occupera l'esprit, non? Au lieu de broyer du noir toute seule dans ton coin. Tu ne fais rien de tes journées de toute façon, ça te donnera un but. Cette dernière phrase fut la goutte d'eau qui fit déborder un vase déjà plein à ras-bord. Ça te donnera un but. La condescendance, le mépris total pour ma vie, mon travail, mon deuil. Non, ai-je répondu, ma voix soudainement ferme, glaciale. Non, Chloé. Je ne le ferai pas. Je suis très occupée avec mon propre travail, celui qui paie mes factures. Il y eut un silence choqué à l'autre bout du fil. Elle n'était pas habituée à ce qu'on lui dise non. Comment ça, non? Après tout ce que la famille fait pour toi. Tu es vraiment ingrate. Ingrate? J'ai failli rire. Appelle un professionnel, Chloé. C'est ce que les gens font quand ils ont besoin d'un travail bien fait. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas seulement un refus. C'était une déclaration d'indépendance. C'était la dernière faveur que je ferais jamais pour eux. Le compte à rebours de ma nouvelle vie avait officiellement commencé. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté de l'aider une dernière fois, ou auriez-vous fait la même chose que moi? Dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de connaître votre avis. Après mon refus catégorique de jouer les graphistes de service pour le mariage de ma sœur, la communication, déjà glaciale, est devenue inexistante. J'ai été accueillie par un mur de silence. Mais il n'avait pas fini de me blesser. La prochaine attaque fut plus subtile, plus insidieuse, et bien plus publique. C'était une campagne de diffamation silencieuse, une manipulation psychologique à grande échelle, orchestrée par mon propre père avec la complicité passive du reste de la famille. Mon père avait une tradition. Il adorait envoyer des « nouvelles de la famille » par email à tout le clan élargi, oncles, tantes, cousins de tout degré, et même quelques vieux amis de la famille dispersés aux 4 coins de la France. Ces emails étaient toujours un monument de bonne humeur forcée, rempli de points d'exclamation, de blagues un peu lourdes et de photos légèrement floues prises avec son téléphone. Quelques jours après mon appel tendu avec Chloé, un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception. L'objet était « J5 avant le grand jour ». Le compte à rebours final. Mon cœur s'est serré en l'ouvrant. C'était un véritable album photo de leur bonheur. Il y avait des clichés de l'essayage final de la robe de Chloé, où elle ressemblait à une princesse de conte de fées dans une mer de tulle et de satin. Une autre photo les montrait lors de la dégustation du gâteau de mariage, tous riant aux éclats avec du glaçage sur le nez. Il y avait aussi une photo d'un brunch incroyablement chic avec les parents de Marc dans un domaine viticole, tout le monde levant des flûtes de champagne vers l'objectif. Chaque image était une célébration de leur réussite, de leur joie, de leur unité. Une célébration dont j'étais délibérément et cruellement exclue. Puis, tout en bas de l'email, après des paragraphes de détails sur le plan de table, les prévisions météorologiques, le soleil sera avec nous, et les instructions pour le parking, il y avait une seule phrase me concernant. Une phrase qui a fait bouillir mon sang et glacer mon cœur en même temps. Il avait écrit, avec une fausse sollicitude qui me donnait la nausée, pour ceux qui demandent des nouvelles de notre chère Amélie, elle prend un peu de temps personnel important pour elle-même et pour la petite Léa en ce moment. La vie n'a pas été facile pour elle, comme vous le savez. Mais elle vous envoie tout son amour et ses vœux de bonheur les plus sincères pour les futurs mariés. Mes mains se sont mises à trembler en lisant et relisant cette phrase. Il ne mentait pas seulement. Il fabriquait un récit.
Il peignait publiquement un portrait de moi comme étant instable, fragile, dépressive, comme si c'était moi qui avais choisi de m'isoler pour des raisons psychologiques obscures. Il me faisait passer pour le problème, pour la pauvre petite chose fragile, afin qu'ils puissent tous conserver leur rôle de famille parfaite, aimante et solidaire. Mon propre père était en train de me gaslighter devant toute notre famille pour éviter la moindre question embarrassante sur mon absence. La preuve finale et absolue de mon inutilité à leurs yeux, de mon effacement complet de leur futur, est arrivée 2 jours plus tard, de la manière la plus banale et la plus moderne qui soit. Je faisais défiler Instagram sans but, essayant d'anesthésier mon esprit avec des photos de chats et de paysages, quand une story de ma jeune cousine est apparue. C'était une courte vidéo, tremblante et bruyante de rire. La caméra a balayé un grand salon lumineux et vide, avec d'immenses fenêtres donnant sur un jardin verdoyant. Mes parents, mes tantes, mes oncles, et bien sûr Chloé et Marc, étaient tous là, en jean et t-shirt, un rouleau de peinture à la main ou transportant des cartons, riant aux éclats. Ma cousine avait écrit une légende avec une police rose pétillante. On aide Chloé et Marc à emménager dans leur nouvelle maison de rêve à Écully. Cadeau de mariage des parents. Trop jalouse. #famille, #amour, #nouvelle vie. J'ai laissé tomber mon téléphone sur le canapé comme s'il était brûlant. Une maison. Ils avaient acheté une maison à ma sœur. Une magnifique villa dans l'un des quartiers les plus chics et les plus chers de Lyon. Et ils ne m'en avaient jamais parlé. Ils ne m'avaient même pas invité à les aider à peindre ou à déballer des cartons, à partager ce moment de joie. Ce n'était plus seulement à propos du mariage. C'était à propos de tout. C'était un message clair, sans équivoque. Je n'étais pas seulement exclue d'une fête. J'étais systématiquement et complètement coupée de la vie et de l'avenir de la famille. Ils construisaient un nouveau chapitre, un nouvel empire familial, et il n'y avait pas de place pour la veuve et sa fille. Assise là, dans le silence de mon petit appartement, une clarté froide et tranchante m'a envahie. Ils ne se contentaient pas de m'exclure, ils réécrivaient l'histoire familiale en me présentant comme la méchante, la faible, la folle. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'étais sur le point de prendre la plume et d'écrire le dernier chapitre moi-même. Alors que je finalisais en secret les derniers détails de mon déménagement imminent, la signature électronique du bail de mon nouvel appartement à Marseille, la réservation du camion de déménagement, un coursier a sonné à ma porte. Il m'a tendu un grand panier cadeau, si lourd que j'ai dû le prendre à 2 mains. Il était emballé dans du cellophane crépitant et noué avec un énorme ruban lavande, la couleur thématique du mariage de Chloé. Ma première pensée fut une lueur d'espoir absurde et tenace. Peut-être était-ce un rameau d'olivier? Une tentative de réconciliation maladroite mais sincère? J'ai posé le panier sur ma table de cuisine, un îlot de fête criard au milieu des piles de cartons étiquetés, cuisine, livres. J'ai défait le ruban avec des doigts hésitants. Une odeur écœurante s'en est immédiatement échappée, un mélange chimique et synthétique de lavande et de sucre vanillé. Mon espoir s'est évaporé aussi vite que ce parfum bon marché. Le panier était un ramassis de clichés. Il contenait des bombes de bain violettes qui tachaient probablement la baignoire, un roman à l'eau de rose avec un homme torse nu sur la couverture, une boîte de biscuits industriels qui semblait déjà rassis, et une petite bougie parfumée dont l'étiquette promettait sérénité et calme. C'était le genre de cadeau impersonnel et infantilisant que l'on offre à une vague connaissance pour la remercier d'avoir arrosé les plantes pendant les vacances. Et puis, niché entre un savon et un sachet de thé, j'ai vu la carte. L'écriture en boucle parfaite et appliquée de ma mère était immédiatement reconnaissable. Mon cœur battait la chamade alors que je l'ouvrais. Nous pensons bien à toi, disait la carte. Nous savons que cette période est difficile pour toi, mais nous sommes convaincus que c'est pour le mieux. Profite de ces petites choses pour prendre soin de toi. Nous te garderons une part de gâteau. Gros bisous. La condescendance était si épaisse qu'elle en était presque palpable. Ils étaient si certains, si absolument convaincus que j'étais assise à la maison, le cœur brisé, dévasté par leur décision, pleurant ma solitude. Ils me voyaient comme une enfant fragile qu'il fallait apaiser avec un panier de babioles sans valeur et la promesse d'une part de gâteau, comme une récompense pour avoir été sage et être resté tranquillement dans mon coin. C'était une insulte à mon intelligence, à ma force, à ma capacité à survivre. Mais le pire était encore à venir. J'ai retourné la carte, et j'ai vu qu'il y avait un post-scriptum,
griffonnée comme une pensée après coup. Une phrase qui a transformé ma tristesse et mon humiliation en une rage froide, pure et dévastatrice. Elle avait écrit, PS. J'espère que tu comprends que nous faisons aussi cela pour le bien de Léa. Un événement familial aussi joyeux serait trop déroutant et probablement douloureux pour elle, sans une figure paternelle à ses côtés pour lui tenir la main. J'ai dû relire la phrase 3 fois pour en croire mes yeux. Ils avaient osé. Ils avaient osé utiliser ma fille, mon enfant de 5 ans qui ne demandait qu'à être aimé. Ils avaient osé utiliser la mort de son père, la plus grande tragédie de nos vies, comme une arme pour justifier leur propre cruauté égoïste. Ils n'attaquaient plus seulement Amélie la sœur, Amélie la distraction. Ils attaquaient Amélie la mère. Ils insinuaient que ma présence, et celle de ma fille, était une sorte de spectacle tragique, un rappel douloureux de ce qui manquait, et qu'il valait mieux nous cacher pour protéger la sensibilité des autres. Ils suggéraient que j'étais une mauvaise mère en exposant potentiellement ma fille à un environnement familial, normal, qui ne ferait que souligner son anormalité. Ce fut le point de non-retour. La fissure dans mon cœur s'est transformée en un gouffre béant. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même plus ressenti de colère au sens où on l'entend. C'était quelque chose de plus profond, de plus définitif. Un détachement glacial. La fin d'une époque. J'ai pris le panier, je suis sorti de mon appartement sans même mettre de veste, j'ai descendu les 3 étages 4 à 4, et je suis allé jusqu'aux poubelles dans la cour arrière. Sans une once d'hésitation, j'ai soulevé le couvercle de la grande benne verte et j'y ai jeté le panier tout entier. Le bruit sourd du panier heurtant le fond a résonné dans la cour silencieuse comme le son d'un cercueil qu'on met en terre. En cet instant, tout amour résiduel, toute loyauté filiale, tout espoir de réconciliation s'est transformé en cendres. Ils venaient de faire la plus grosse erreur de leur vie. La nuit avant le mariage, mon appartement n'était plus qu'une coquille vide, un squelette de ce qui avait été mon foyer. Les meubles avaient disparu, les cadres qui ornaient les murs avaient laissé des rectangles de peinture plus clairs, comme des fantômes de souvenirs. Chaque son, le moindre de mes pas sur le parquet, résonnait étrangement dans l'espace désert, amplifié par le vide. Les seuls vestiges de ma vie à Lyon étaient quelques cartons contenant des affaires de dernière minute, la petite valise de Léa avec sa peluche préférée qui dépassait, et la mienne. Par la fenêtre du salon, je pouvais voir l'énorme camion de déménagement garé le long du trottoir, un monstre métallique silencieux sous la lueur orangée des lampadaires, attendant le signal du départ à 7 heures du matin. C'était réel. C'était imminent. Le silence de l'appartement était profond, presque assourdissant. Il était rempli des échos du passé. Je pouvais presque entendre les rires de Pierre lorsque nous avions emménagé, les premiers pas maladroits de Léa sur ce même parquet, l'odeur du café les dimanches matins. Toutes ces années passées dans cette ville, dans cette famille, semblaient se superposer dans l'air raréfié. Mais ce n'était pas un silence triste ou nostalgique. C'était un silence purificateur. Un espace vide, une page blanche, prête à être remplie par un nouvel avenir, une nouvelle histoire que j'écrirais moi-même. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine, le seul meuble restant, laissé là pour les déménageurs. C'était une notification de message vocal. Mon père. Mon cœur a eu un soubresaut, un réflexe conditionné par des années de recherche de son approbation. J'ai hésité un instant, la tentation d'ignorer était forte. Mais je devais savoir. J'ai appuyé sur « Play » et activé le haut-parleur. Sa voix calme et condescendante, cette voix qui avait autrefois le pouvoir de me réconforter ou de me briser, a rempli la pièce vide, rebondissant sur les murs nus. « Salut ma chérie. C'est juste papa. J'appelle pour te dire qu'on pense à toi en cette veille de grand jour. On t'aime, tu sais. On t'aime. » Il a dit ces mots avec le même ton neutre et automatique qu'il utilisait pour dire « Passe-moi les pommes de terre ». C'était un réflexe, un geste creux, vidé de toute signification réelle. C'était une phrase pour se donner bonne conscience, pas pour me donner de l'amour. « Demain est un grand jour », a-t-il continué, sa voix prenant une intonation faussement enjouée. « Ta sœur est tellement excitée. Elle sera magnifique, tu verras, on t'enverra plein de photos. Je sais que c'est dur pour toi d'être à l'écart, mais tu comprends, n'est-ce pas? C'est vraiment pour le mieux. Pour tout le monde. Pour le mieux. Pour qui? Pour leur confort.
Pour leur image. Pour leur tranquillité d'esprit. Certainement pas pour moi, ni pour ma fille. Ils parlaient comme si j'étais une enfant capricieuse qu'il fallait raisonner, pas une femme adulte, une mère, qu'ils avaient délibérément et cruellement blessée. Dors bien, ma puce. On t'appelle demain pour tout te raconter. Gros bisous. Le message s'est terminé. Le silence est revenu, encore plus profond et plus significatif qu'avant. Je suis restée là, immobile, au milieu de mon ancien salon. J'écoutais les derniers échos de la voix de l'homme qui m'avait effacé. L'homme qui avait menti à toute notre famille pour couvrir leur cruauté. L'homme qui m'appelait, ma puce, tout en me poignardant dans le dos. À ce moment précis, j'ai entendu un son grave venant de la rue. Le faible grondement du moteur du camion de déménagement qui démarrait. Le chauffeur devait vérifier quelque chose, faire chauffer le moteur avant le long trajet du lendemain. Ce son, ce grondement sourd et puissant dans la nuit silencieuse de Lyon, a semblé être la bande-son de mon avenir qui se mettait en marche. C'était un son puissant, inarrêtable, le battement de cœur de ma nouvelle vie. J'ai regardé autour de moi, dans cette pièce vide qui avait été mon foyer. Il n'y avait plus de place pour le doute ou le regret. Chaque carton scotché, chaque mur nu, chaque écho de ma propre respiration était la preuve que j'avais fait le bon choix. Il m'avait poussé dehors, mais il m'avait poussé vers quelque chose de plus grand, de plus vrai. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé le camion, ce géant endormi. C'était plus qu'un véhicule rempli de mes biens. C'était ma machine d'évasion. Mon billet pour une nouvelle vie. Et il n'y avait absolument plus de retour en arrière possible maintenant. J'ai écouté sa voix résonner contre les murs nus, et pour la première fois, ces mots n'avaient aucun pouvoir sur moi. Demain, tout allait changer. Le jour du mariage est arrivé. Le ciel de Lyon était d'un bleu éclatant, presque insolent, sans le moindre nuage. Le genre de journée qu'ils appelleraient « parfaite ». Pendant que les déménageurs, efficaces et discrets, chargeaient les derniers cartons mon canapé, mon lit, la grande caisse de jouets de Léa mon esprit vagabondait, détaché. J'imaginais les scènes qui se déroulaient à l'autre bout de la ville, dans un univers parallèle dont j'avais été bannie. Ma mère, affairée et nerveuse, aidant Chloé à ajuster son voile de dentelle. Mon père, dans son costume sur mesure, répétant une dernière fois son discours devant le miroir, s'assurant que chaque mot sur sa « famille merveilleuse et unie » sonnait juste et sincère. J'entendais presque les premières notes de l'orgue résonnant dans l'église bondée, un lieu sacré témoin d'un arrangement social plus que d'un amour véritable. Ils souriaient tous pour des photos dont je ne ferais jamais partie. Ils levaient leur coupe pour célébrer une famille à laquelle je n'appartenais plus. Et pour la toute première fois, cette pensée ne m'a pas causé la moindre douleur. Au contraire, elle m'a procuré un sentiment de légèreté, de libération. J'étais en dehors du cadre, et c'était exactement là que je voulais être. Quelques heures plus tard, l'appartement était un désert. Les déménageurs étaient partis. La seule chose qui restait était moi, ma valise, le sac à dos rose de Léa, et l'écho profond de mes propres pas sur le parquet. Ça sentait la poussière et les nouveaux départs. C'était propre. C'était calme. C'était la fin. Vers 16 heures, alors que le soleil commençait doucement sa descente, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait « Papa ». Je savais qu'à cette heure-ci, il devait être à la réception, au vin d'honneur. Ils avaient probablement bu quelques coupes de champagne. Ils se sentaient généreux, magnanimes. Ils appelaient probablement pour me jeter quelques miettes de leur fête, pour apaiser leur conscience avec un geste symbolique de « partage ». C'était leur façon de se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient de bonnes personnes, malgré tout. J'ai laissé sonner 2 fois, le temps de prendre une grande inspiration, de rassembler mon calme. Et j'ai répondu, en mettant le haut-parleur. Le son a explosé dans la pièce vide. Amélie. Sa voix était forte et joyeuse, presque assourdie par le son d'un groupe de jazz qui jouait en arrière-plan et le brouhaha de centaines d'invités qui riaient et discutaient. « Salut papa », ai-je répondu calmement. On voulait que tu entendes les discours. C'était magnifique. Le père de Marc a fait pleurer tout le monde. Et ta sœur? Oh là là, ta sœur est sublime, un vrai ange tombé du ciel. Tout le monde passe un moment formidable. C'est vraiment dommage que tu rates ça. Chaque mot était un coup de poignard qu'il pensait être un cadeau.
Je suis resté debout au centre de mon salon vide, un contraste saisissant avec l'opulence bruyante de sa fête. Ma propre voix, quand j'ai répondu, a rebondi sur les murs nus, créant un son étrange, caverneux, presque spectral. C'est bien, papa. Je suis contente pour vous. Amusez-vous bien. Il y a eu une pause. Le bruit de fond semblait diminuer pendant une seconde, comme s'il avait mis sa main en coupe sur le téléphone. C'est quoi cet écho, a-t-il demandé, son ton changeant légèrement, passant de l'euphorie à la curiosité. On dirait que tu es dans une cathédrale ou une grotte. C'est très fort. Tu es où? Tu n'es pas chez toi? Je me suis autorisé un petit sourire silencieux. Un sourire froid et victorieux. C'était le moment. Le moment que j'avais attendu, que j'avais visualisé. Oh, ça, ai-je dit, ma voix parfaitement stable et claire, chaque syllabe détachée et précise. C'est juste mon appartement. J'ai marqué une pause intentionnelle, le laissant visualiser mon petit appartement meublé et douillet. Les déménageurs viennent de finir de charger le dernier carton. Silence. Un silence de mort à l'autre bout du fil. La musique jouait toujours en arrière-plan, un air de jazz joyeux et ironique, mais sa voix avait disparu. Je pouvais presque voir son visage à travers le téléphone, le sourire joyeux et éméché se figeant, se transformant en une grimace de confusion totale. Les déménageurs, a-t-il finalement balbutié, sa voix soudainement sobre, dépouillée de toute sa fausse joie. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu déménages? Tout, papa, ai-je dit, mon ton aussi plat et froid qu'un lac gelé en hiver. Je déménage tout. J'ai savouré son silence choqué pendant une seconde de plus, le laissant mariner dans son incompréhension. Mais je n'avais pas fini. Le coup de grâce était encore à venir. Le silence à l'autre bout du fil était si total que je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau essayer frénétiquement de comprendre ce que je venais de dire. Déménageur. Dernier carton. Les mots flottaient entre nous, lourds de sens, mais ils ne parvenaient pas à les assembler. Dans son monde parfait, en ce jour parfait, une telle chose était tout simplement impossible. Je ne comprends pas, Amélie, a-t-il bafouillé, sa voix ayant perdu toute sa superbe. Tu déménages où? Quand? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu nous le dire. On t'aurait aidé. L'ironie de sa proposition était si amère, si grotesque, qu'elle m'a presque fait rire. M'aider? Il ne pouvait même pas tolérer ma présence à un événement de quelques heures. Il voulait m'aider à porter des cartons, mais pas à porter mon deuil. C'est justement ça, le problème, papa, ai-je continué, ma voix ne faiblissant pas, chaque mot choisi avec soin. Vous avez tous été très clairs. Vous avez dit qu'il valait mieux que je ne sois pas là. Que ma situation était une distraction, que ce serait plus propre sans moi. Alors, je prends votre conseil au mot. Je rends les choses permanentes. Je ne serai plus là. J'ai entendu un souffle court, une inspiration choquée. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, plus là? Arrête tes bêtises, Amélie, ce n'est pas le moment. Oh, mais si. C'est le moment parfait, ai-je rétorqué, un calme glacial s'emparant de moi. Ça veut dire que je ne serai plus là à Lyon. Ni pour Noël. Ni pour les anniversaires. Ni pour les baptêmes ou les futurs enfants de Chloé. Ni pour rien du tout. Plus jamais. Je l'ai entendu essayer de dire quelque chose, peut-être de crier mon nom, un mélange de colère et de panique commençant à poindre dans sa voix. Mais je n'ai pas attendu. Je ne voulais pas entendre ses cris, ses supplications, ou ses exigences d'explication. Ils avaient eu leur mot à dire au restaurant. Ça, c'était le mien. Avant qu'il ne puisse formuler une phrase cohérente, j'ai mis fin à l'appel. J'ai appuyé sur le bouton rouge avec une finalité absolue. Immédiatement, sans une seconde d'hésitation, j'ai ouvert la conversation de groupe de la famille sur WhatsApp, cette conversation qui avait été si silencieuse à mon égard ces dernières semaines. Mes doigts ont volé sur l'écran, précis et rapide. J'ai envoyé 2 photos. La première était une vue large de mon appartement complètement vide, avec la porte d'entrée ouverte laissant entrevoir un morceau du camion de déménagement à l'extérieur, comme une promesse de départ. La deuxième était une capture d'écran nette et claire de mon contrat de travail signé pour mon nouveau poste à Marseille.
J'avais pris soin de surligner en jaune vif la ligne indiquant mon salaire annuel à 6 chiffres. Sous les photos, j'ai tapé un dernier message. Court. Précis. Dévastateur. Ma situation est réglée. Ne me gardez pas de part de gâteau. Envoyé. Puis, méthodiquement, comme un chirurgien qui termine une opération, j'ai parcouru ma liste de contacts. Maman. Appuyer. Option. Bloquer le contact. Confirmer. Papa. Appuyer. Option. Bloquer le contact. Confirmer. Chloé. Appuyer. Option. Bloquer le contact. Confirmer. Tante Carole. Oncle Michel. Mes cousins, un par un. J'ai appuyé sur le bouton rouge, encore et encore. Chaque contact bloqué était comme le son d'une chaîne qui se brise. Clic, clic. Clic, une symphonie de libération. Le silence qui a suivi était la chose la plus profonde et la plus satisfaisante que j'ai jamais ressentie. C'était le son de ma liberté. Je n'ai pas attendu de réponse que je ne recevrais de toute façon jamais. J'ai attrapé ma valise, jeté un dernier regard à la coquille vide qui avait été ma maison, et j'ai fermé la porte pour la dernière fois. J'ai descendu les escaliers, j'ai déposé les clés dans la boîte aux lettres du propriétaire comme convenu, et je suis montée dans ma voiture, où Léa m'attendait, sagement assise sur son rehausseur, prête pour notre grande aventure. En m'engageant sur l'autoroute, laissant les lumières de Lyon derrière moi dans mon rétroviseur, mon téléphone, que j'avais oublié de mettre en silencieux, s'est mis à vibrer sans relâche. Des appels de numéros inconnus. Une avalanche de SMS de parents éloignés dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Je n'ai rien lu. J'ai simplement mis le téléphone en mode silencieux et je l'ai jeté sur le siège passager. Chaque contact bloqué était comme le son d'une chaîne qui se brise. J'étais enfin libre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors que je roulais vers le sud sur l'autoroute du soleil, la nuit tombant doucement sur la campagne française, j'ai commencé à imaginer la scène que je venais de laisser derrière moi. Le chaos. Mon père, le visage blême, le téléphone tremblant dans sa main, essayant de montrer les photos à ma mère au milieu du bruit de la fête. Le sourire de ma mère se figeant, ses yeux s'écarquillant d'horreur et d'incrédulité en voyant l'appartement vide et le contrat de travail. Et Chloé, ma sœur, la reine du jour, dans sa robe de princesse à plusieurs milliers d'euros, son jour parfait, méticuleusement planifié, soudainement brisé, non pas par une distraction, mais par une réalité qu'elle n'avait jamais vue venir. Leur portrait de famille parfait venait de se fissurer en plein milieu, et la fissure partait de moi. J'imaginais les chuchotements se répandant dans la salle de réception comme une traînée de poudre. Les invités se demandant pourquoi la mariée était soudainement en larmes, pourquoi les parents de la mariée semblaient si paniqués et furieux. Le groupe de musique continuant à jouer une chanson joyeuse, créant une bande-son surréaliste et grotesque pour leur implosion privée. C'était une image satisfaisante, une petite victoire personnelle, mais ce n'était qu'une imagination. Je ne saurais jamais vraiment ce qui s'était passé. Puis, environ 1 heure après avoir quitté Lyon, mon téléphone s'est allumé. C'était Sophie qui appelait. J'ai décroché via le système Bluetooth de la voiture, ma voix encore un peu tremblante d'adrénaline. Amélie. Tu ne vas jamais croire ça. C'est encore mieux que dans nos rêves les plus fous. Sa voix était un mélange d'excitation, de rire et d'incrédulité. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu sais, ai-je demandé, mon cœur s'accélérant. Tu te souviens de mon cousin, Thomas? Celui qui fait des extras comme serveur pour payer ses études de droit? Eh bien, devine où il travaille ce soir? Au mariage de ta sorcière de sœur. Il vient de m'appeler pendant sa pause cigarette, il est en état de choc. Mon imagination venait de devenir une réalité, avec un témoin oculaire. Et alors? Raconte-moi tout. Chaque détail. C'est de la folie pure, ma chérie. Il a dit que tout le monde était en train de danser, l'ambiance était à son comble, et soudain, ton père a lâché sa coupe de champagne. Le verre s'est brisé par terre dans un grand fracas, et il est devenu blanc comme un linge en regardant son téléphone. Sophie continuait, sa voix rapide, savourant chaque mot. Puis il a couru vers ta mère, lui a montré le téléphone, et elle a dû s'asseoir brutalement, on aurait dit qu'elle allait s'évanouir.
Mais le meilleur, le clou du spectacle, c'est Chloé. J'ai serré le volant, mes jointures blanchissant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Thomas a dit qu'elle est allée voir ce qui se passait, l'air agacé d'être dérangée. Elle a regardé le téléphone par-dessus l'épaule de ton père, et elle a commencé à hurler. Pas à pleurer de tristesse, non. À hurler de rage. Elle criait, comment a-t-elle osé? Elle a ruiné mon jour. Elle a tout gâché, devant au moins 50 personnes. Son mari a essayé de la calmer, de la prendre dans ses bras, mais elle l'a repoussé violemment. Le maquillage qui a coûté une fortune coulait en traînées noires sur son visage. C'était, selon les mots exacts de Thomas, le mélodrame le plus spectaculaire et le plus gênant qu'il ait jamais vu. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire, profond et libérateur, un rire qui venait du fond de mon âme et qui a fait sortir des larmes de mes yeux. Des larmes de soulagement, pas de tristesse. Ils avaient voulu me rendre petite et invisible pour une journée, me cacher dans un placard pour ne pas gâcher leur belle image. Au lieu de ça, ils m'avaient donné le pouvoir de devenir la star invisible de leur spectacle, le fantôme qui avait hanté leur fête parfaite et l'avait fait dérailler de la manière la plus publique qui soit. Ils n'avaient pas pleuré ma perte. Ils n'avaient pas regretté leur cruauté. Ils avaient pleuré la perte de leur perfection, la destruction de leur image publique. Et c'était la plus douce, la plus juste des vengeances. En entendant les détails de leur chaos, je n'ai pas ressenti de haine, juste un immense et profond soulagement. Ils avaient construit leur propre prison de perfection et de faux-semblants, et j'en avais enfin les clés pour m'en échapper. La route devant moi semblait plus claire, plus lumineuse que jamais. Le reste du trajet vers Marseille s'est déroulé dans un état de grâce, de légèreté. La musique jouait dans la voiture, Léa s'était endormie paisiblement à l'arrière, et pour la première fois depuis la mort de Pierre, je sentais un véritable optimisme fleurir en moi. Chaque kilomètre qui me séparait de Lyon était un pas de plus vers ma liberté, vers ma guérison. J'ai laissé derrière moi non seulement une ville, mais aussi une version de moi-même que je n'aimais plus, la version qui acceptait l'inacceptable, qui souriait face au mépris, qui se faisait petite pour ne pas déranger. Cette Amélie-là était morte sur l'autoroute cette nuit-là. Je suis arrivée à Marseille aux premières lueurs de l'aube. La ville était encore endormie, baignée dans une lumière douce et rosée. J'ai garé la voiture sur la corniche, face à la mer. J'ai coupé le moteur et je suis sortie. L'air salin, vif et iodé, a rempli mes poumons, chassant les dernières traces de l'air vicié de mon ancienne vie. Le son des vagues s'écrasant doucement contre les rochers était la plus belle musique que j'ai jamais entendue. C'était le son de la paix, le son d'un nouveau départ. Sophie m'attendait devant mon nouvel immeuble, un bel bâtiment haussmannien avec vue sur un petit square. Elle avait des croissants chauds d'une boulangerie locale et 2 grands cafés à la main. Quand elle m'a vue, elle a laissé tomber les cafés, qui heureusement n'ont éclaboussé personne, et m'a prise dans ses bras. Elle m'a serré si fort que j'ai cru que mes os allaient se briser, un câlin qui disait tout, le soulagement, la fierté, l'amour. Bienvenue à la maison, Amélie, a-t-elle murmuré dans mes cheveux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que c'était vrai. Ce n'était pas seulement un nouvel appartement dans une nouvelle ville. C'était ma maison. Notre maison. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités joyeuses et constructives. Déballer les cartons n'était pas une corvée, mais la création d'un nouveau nid. Assembler des meubles IKEA avec Léa qui riait aux éclats en me passant les mauvaises vis. Découvrir notre nouveau quartier, trouver le meilleur marchand de glace, faire notre premier château de sable sur la plage du Prado. Ma première journée dans mon nouveau travail a été tout ce que j'espérais. J'ai été accueillie avec chaleur et respect, non pas comme la pauvre veuve ou la sœur de, mais comme Amélie Dubois, la nouvelle designer de marque principale. Mon talent n'était pas un passe-temps mignon, c'était une compétence valorisée et essentielle au succès de l'entreprise. Mon statut de mère célibataire n'était pas une situation compliquée, c'était juste une partie de qui j'étais, un fait respecté et accommodé par des horaires flexibles. Je n'ai jamais eu de nouvelles directes de ma famille. Le silence total que j'avais initié a été respecté. J'ai appris par ma cousine, celle de la story Instagram, qui m'a envoyé un message d'excuse embarrassée, que mon départ avait causé un séisme et que je suis devenue le sujet tabou, le fantôme dont on ne prononce pas le nom. Leur silence ne me faisait plus mal. Ils me protégeaient.
Il me guérissait. J'ai appris que parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on choisit. Ma famille, maintenant, c'était ma merveilleuse fille Léa, qui s'épanouissait sous le soleil de Marseille, et mon amie loyale et indéfectible, Sophie. C'était une petite famille, mais elle était réelle, et elle était remplie d'un amour inconditionnel et d'une acceptation totale. Ils avaient voulu me faire croire que ma valeur dépendait de leur approbation, de ma capacité à m'intégrer dans leur moule parfait. Ils avaient tort. Ma valeur ne venait pas de mon statut marital, de mon compte en banque, ou de ma présence sur une photo de mariage. Elle venait de ma résilience, de ma créativité, de mon amour infini pour ma fille, et de ma capacité à me reconstruire à partir des ruines qu'ils avaient essayé de créer. Ceci est mon histoire, l'histoire de comment j'ai transformé une tentative d'effacement en un acte de renaissance. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour plus d'histoires sur la force de se relever. Le message final est le plus important. Si vous avez déjà dû vous battre pour prouver votre valeur à ceux qui vous rabaissaient, si vous avez dû quitter une situation familiale ou professionnelle toxique pour vous sauver, partagez votre histoire ou simplement vos sentiments dans les commentaires. Votre voix compte ici. Je veux que cet espace soit un lieu où nous nous rappelons mutuellement que nous ne sommes pas définis par ceux qui essaient de nous diminuer, mais par le courage que nous avons de nous choisir. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez jamais, parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire n'est pas de rester et de vous battre dans une guerre perdue d'avance, mais de choisir de partir et de construire votre propre paix.